La vraie question pour un sociologue, c'est de se dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a cette espèce de construction d'un fléau social total? J'ai pas dit qu'il n'y avait pas des mouvements dangereux. J'ai dit de fléau social. Le fléau social, ça veut dire un mouvement vraiment général. Alors, à mon avis, il y a trois types de raisons. Il y a des raisons structurelles et historiques, qui ont été un petit peu évoquées par Jean Bobéro. Il y a des conséquences récentes de ces raisons structurelles et historiques, qui apparaissent comme des raisons comme récentes, mais en réalité sont attachées à cette structure. Et puis, il y a des raisons de politique conjoncturelle, politicienne, très spécifiques, qu'on peut assez bien repérer. Bon. Alors, les raisons structurelles, historiques, on l'a évoqué, c'est cet héritage catholique, héritage aussi de la monarchie absolue, de la définition, je ne vais pas revenir sur tout ça, même dans le domaine culturel, les travaux de Fumaroli ont bien montré comment est-ce que en France, on adorait la démocratie, mais on définissait les principes de la démocratie, c'est-à-dire de la liberté elle-même, par le haut. Et si vous ne correspondiez pas à l'idée que par le haut, on s'est fait de ce qu'est la liberté et la démocratie, alors vous enlevez un peu de liberté, parce que c'était quand même pas normal. Et ça remonte, pour faire enfin très, très, très schématique, à cette opposition théorique entre quelqu'un comme Rousseau et quelqu'un comme Locke, pour faire un peu de philosophie qui est très claire. Si on prend les deux ont cette idée de contrat social. Sauf que dans l'idée du contrat social chez Locke, si vous êtes une minorité qui n'est pas d'accord avec le contrat social général, on vous dit, écoute mon coco, tu n'es pas d'accord avec le contrat social général, mais il se trouve que vous êtes quand même moins nombreux, donc va falloir vous plier, éventuellement on va trouver peut-être une manière de négocier, mais il va falloir vous plier puisqu'on est quand même majoritaire. Vous pouvez soit essayer de négocier avec nous dans un rapport de convivialité, puis si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous avez qu'à aller ailleurs, fonder un autre contrat social, par exemple aux États-Unis. Vous voyez ? Vous pouvez toujours... il y a un rapport très pragmatique, on dirait aujourd'hui. Dans le contrat social à la Rousseau, c'est un peu différent. C'est-à-dire que le contrat social est le résultat théorique de la souveraineté générale. C'est-à-dire que tout le monde, par in abstracto, c'est l'intérêt, si vous voulez, c'est l'intérêt général. Bon, c'est l'intérêt de tout le monde de vivre dans ce contrat social. Et ceux qui trouvent que leur intérêt est différent, qui sont différentialistes, au fond, n'ont pas vu que c'était leur intérêt. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas vu. Et comme ils ne l'ont pas vu, on va leur expliquer, et du coup, on va les éduquer, et quand ils vont voir que c'est leur intérêt, ils vont en faire comprendre que c'est beaucoup plus agréable de vivre ainsi. C'est-à-dire que ça ne part pas d'un mauvais sentiment, si vous voulez. C'est que la majorité devient, par une sorte de processus de transfert idéologique, devient le tout de la société. Et à partir du moment où vous dites « je ne suis pas d'accord », ce n'est pas de votre faute, c'est que vous n'avez pas compris quelque chose. Il y a quelque chose dans votre vision qui n'est pas clair, donc on va le clarifier. Et cette tradition, vous la retrouvez, je passe maintenant rapidement aux conséquences, vous la retrouvez dans le problème du voile. Le problème du voile, on va aller interroger un certain nombre de jeunes filles, on va leur dire directement, sans leur demander « Pourquoi est-ce que vous portez le voile ?» On va vous dire « On sait pourquoi vous le portez », même si on ne le dit pas. On le sait très bien pourquoi vous le portez, mais on va ajouter, mais on va vous libérer, et malgré vous. Vous voyez, au fond, c'est un voile que vous avez aussi sur les yeux. Hein. On va vous libérer malgré vous, sans écouter vos raisons. On va prétendre quand même qu'on les écoute un peu, parce que sinon, ça ne serait pas complètement... Ça, on le retrouve un peu partout. On le retrouve dans deux domaines, comme l'a dit Jean Bobéro, l'éducation et la santé. Sur l'éducation, c'est assez clair. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le renversement de 1789, c'est un renversement où on est... Enfin, l'horizon de légitimité change. C'est, c'est effectivement la science, la connaissance qui doit fournir les balises, qui doit être la justification de l'action dans tous les domaines, l'action politique bien sûr, mais dans tous les autres domaines. Or, il se trouve effectivement que l'éducation, c'est quoi ? L'éducation, c'est la connaissance, donc la science, la connaissance, c'est-à-dire le transfert générationnel de la connaissance. Et donc, un État qui se veut le détenteur de la connaissance veut que ce soit la bonne connaissance qui soit transférée maintenant. Donc, normal, l'éducation devient le domaine privilégié. Alors, la santé, pourquoi ? La médecine, pourquoi ? La médecine,
Il y a pas mal d'hypothèses. Récemment, j'ai lu, je ne me souviens plus de la référence de l'article, j'avais lu les travaux de Michel Foucault, évidemment, sur le biopouvoir et sur l'idée que, dans une certaine mesure, le médecin du village a remplacé, pas remplacé complètement, mais un petit peu le curé du village, c'est-à-dire que la gestion des âmes est devenue une gestion des corps. Et lorsqu'il y a un certain effritement d'un certain type de croyances transcendantes, il y a eu un passage vers un pouvoir donné à celui qui est supposé maintenir notre vie, qui garantit notre durée de vie le plus longtemps possible lorsqu'on perd espoir C'est peut-être ça, une vision, à mon sens, qui est un peu schématique, mais qui a quand même son intérêt, ce développement du biopouvoir. Et j'ai lu récemment, donc je vous disais, une hypothèse qui me paraît assez intéressante, c'est que, d'une part, la médecine, c'est la vision la plus palpable, la plus proximale, si vous voulez, de la science chez les citoyens. Parce que la physique théorique, la physique même appliquée, c'est quand même un peu lointain, l'atome, etc. Alors que là, vous savez, c'est le fameux « on » du commun des mortels. Ils sont arrivés, on arrive maintenant à faire ça. On arrive, etc. C'est en médecine, c'est incroyable. On arrive. Et d'autre part, deuxième raison, c'est que la révolution politique de 1789, il faut reconnaître que dans une large mesure, elle a socialement échoué en se traduisant par la terreur. Du coup, d'après cet article que j'ai lu récemment, qui est une analyse assez convaincante, du coup, il y a eu une réorientation des espoirs en dehors du politique qui n'a pas su répondre à tous les espoirs sociaux, vers une science qui, elle, était plus prometteuse que ce que, si vous voulez, le social n'a pas pu fournir, c'est-à-dire la médecine. Le bonheur, non plus par la politique, puisque ça s'est traduit par la terreur en France, mais le bonheur par la médecine. C'est juste une hypothèse que je vous soumets, mais en tout cas, il est certain que les mouvements minoritaires, lorsqu'ils ont un projet médical, c'est-à-dire qu'ils ont des idées sur la médecine alternative, etc., ou un projet éducatif, sont en général quasiment systématiquement dans le collimateur, la Soka Gakkai à l'intérieur du bouddhisme. Mais ce qui est plus fort, c'est pour voir la force d'inertie de ces deux domaines essentiels, c'est que lorsque vous avez des idées et que vous voulez les appliquer dans ces deux domaines particuliers, même si vous n'êtes pas un mouvement religieux, vous allez être suspect d'être religieux. Et je vais vous donner, parce que justement vous voulez faire des écoles. C'est ça qui est quand même encore plus marrant dans le système français. C'est que je pense à un mouvement comme le mouvement Longomaille, qui est un mouvement qui est néo-anarchiste, agrarien, communautariste, etc., tout ce que vous voulez, mais qui est très loin d'être un mouvement religieux, presque même farouchement athée, qui pas du tout dans l'optique. C'est vu qualifié quand même dans nombre de sectes. C'est-à-dire assimilé à un mouvement religieux sectaire. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient des écoles. Parce qu'ils avaient des écoles. Donc quand vous avez une école, que vous êtes une association, c'est tellement assimilé à l'idée non seulement du mouvement religieux dangereux, mais du mouvement religieux tout court, que du coup vous êtes même suspect, non seulement d'être dangereux, mais forcément religieux. Mais c'est quand même assez intéressant en termes de frontières. La dernière raison, à mon sens, plus conjoncturelle, c'est un problème aussi politique. Il faut voir que si dans les années 80, on a commencé à parler des sectes, où il y a eu ce problème avec l'islam, c'est le contexte international, d'accord, en ce qui concerne l'islam et tout ça. Il y a des conditions qui sont multiples, complexes, comme toujours, lorsqu'on essaye de faire une analyse sociologique. Mais c'est quand même la crise avec la sortie des 30 Glorieuses, où il y a la recherche de boucs émissaires. Il faut essayer de régler des problèmes qui ont le gros avantage de pouvoir être réglés facilement sans être réglés tout en entretenant une sorte d'angoisse, qui nous détournent des problèmes plus profonds et qui sont complètement insolubles, le chômage et autres. Vous arrivez à la télévision et vous dites « j'ai des informations statistiques, je sais que le chômage a reculé de 0,000000001% entre le 1er février et le 3 février, et donc ma politique fonctionne. » Voilà, si vous dites ça à la télévision. Alors, il y a deux réactions possibles. Soit les gens rient, soit les gens pleurent, suivant leur implication dans ce rapport-là, si vous voulez. Et parce qu'en gros, tout le monde sait que c'est un problème gravissime.
qu'il n'est pas résolu, même si on a trafiqué un peu les chiffres, ça augmente, ça descend, etc. Tout le monde sait aussi, parce que pour avoir dans sa famille des gens qui sont dans ce désarroi-là, qui ont des difficultés à trouver un emploi, qui ont des problèmes, qui sont exclus, qui sont tout ce que vous voulez, donc ça ne convainc personne. Et c'est donc, si vous voulez, casse-gueule, politiquement. Alors c'est un peu embêtant de discuter. Alors que les sectes, c'est un problème royal de ce point de vue-là. Parce que vous pouvez arriver en disant les sectes sont un problème majeur pour la République française. Tout de suite, tout le monde est d'accord, parce qu'il y a une telle angoisse généralisée sur ce sujet. Personne ne cherche à vérifier que dans sa famille, statistiquement, moi je fais à chaque fois dans une classe de 40 élèves, je trouve quasiment jamais personne, une fois, 2 fois par an, je trouve 1, 2 personnes. Vous arrivez avec votre loi en disant je vais résoudre le problème des sectes. Alors, le gros avantage de cette loi, c'est qu'elle est votée, ça fait partie de ce que le Conseil d'État, dans un rapport récent, appelait la fonction déclamatoire de la loi, une dérive, là pour qu'une vraie dérive, la fonction déclamatoire de la loi française, c'est-à-dire les droits de la montagne, de ceci, des choses où on sait très bien que ça ne va pas s'appliquer, mais les députés pensent à vous, quoi. Ils ne sont pas payés pour rien. Donc, cette dérive déclamatoire, elle s'est effectuée dans le domaine des dites sectes, parce que ça touche pratiquement personne, statistiquement. Tout le monde trouve ça horrible, et voit des sectes partout. Effectivement, il y a des mormons, des gens qui sont avec, etc., des gens un peu bizarres, qui dans la rue se baladent. Effectivement, on en voit. Il y a ceux-ci qui attendent des soucoupes volantes, d'autres qui font ça, d'autres... Il y a les scientologues, ils sont bizarres, il y a le Star System qui s'en mêle. Avec le Star System, il y a le public, le grand public entretient un rapport à la fois de fascination, mais aussi, c'est moins dit, de suspicion. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Comment? Etc. Vous arrivez 4 ou 5 ans plus tard et vous dites, quand même, ça va mieux. Tout le monde est d'accord, puisque, en réalité, il y avait quasiment zéro... Il n'y a pas eu d'évolution dans le puisque c'est seulement une évolution de l'imaginaire. Donc il suffit de faire évoluer l'imaginaire pour dire c'est bon, on a réussi quelque chose d'important, c'est une victoire politique. Et elle a un gros avantage, c'est qu'elle est, pour ainsi dire, transpolitique, cette victoire. Ça fait l'unanimité. C'est de l'unanimisme assez facile, puisqu'il est déjà construit, on n'a pas à s'embêter à construire l'unanimisme en termes de programme. Enfin, tout le monde est plus ou moins d'accord. Enfin, vous voulez que votre enfant tombe dans une secte et qu'elle soit emportée au loin par... Non, bien sûr. D'accord, alors... Ce système français de laïcité, il est magnifique. Il a permis un certain nombre de progrès sociaux, il a permis des choses merveilleuses, mais son fonctionnement pratique a fini par se synthétiser dans ce que j'appelle, dans l'ouvrage auquel vous avez fait référence, une laïcité légitime, avec légitime entre guillemets, une dénégation théorique du comportement pratique. Et je dis bien une dénégation parce que c'est psychanalytique, c'est pas seulement une négation. C'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment qu'on ne fait pas ce qu'on est en train de faire, qu'on va aider les gens qu'on est en train d'aider. Et cette dénégation, elle a un gros avantage, c'est que elle permet d'agir plus dans le religieux que dans d'autres pays où, en théorie, on est moins laïque. Je prends l'exemple du Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, en théorie, selon le point de vue français, on est moins laïque, mais en réalité, les choses sont plus claires, ne serait-ce que du point de vue associatif, alors que si vous voulez, en France, vous voulez avoir une association, il faut que ce soit une association cultuelle. Du coup, il faut donner une définition de ce qu'est la pratique du culte. Alors on a beau, je me souviens, un conseiller d'État qui m'a dit « Oui, mais c'est pas la définition du religieux, la pratique du culte. C'est différent, hein, on a réfléchi. Hein, d'accord, pour pratique du culte, est-ce que c'est un culte, est-ce que ça l'est pas, etc. » On a le statut de congrégation, équivalent à, une association quasiment d'intérêt général avec des avantages de ce type, etc. Au Royaume-Uni, à ma connaissance, on n'a pas ça. On a des associations normales, et puis on a des associations d'un autre type qui correspondent à peu près à l'intérêt général, et même s'il y a des religions dedans, ces religions, elles sont considérées comme pouvant participer à ça en raison de l'intérêt général. Parce qu'on l'a démontré, qu'on se trompe ou qu'on ne se trompe pas. Il n'a pas fallu démontrer qu'on est une religion. Alors qu'en France, en laïcité, parce qu'on est en laïcité, il faut démontrer qu'on est une religion pour pouvoir bénéficier de ce... Ce qui est quand même... Il faut quand même le dire. C'est quand même assez drôle. C'est une inversion
complète là. On n'est même plus une dénégation pratique. Il y a un renversement qu'on ne peut pas éviter d'étudier. Je sais qu'on nous interdit de l'étudier. Parce que c'est tellement évident que l'évidence a fini par nous aveugler. Ceux qui nous interdisent d'étudier disent c'est horrible, vous êtes en train de dire... Et puis il y a une deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas éviter, quand on est sociologue, je crois, d'étudier les nouveaux mouvements religieux. Parce que les nouveaux mouvements religieux qu'on appelle habituellement en France de manière globale, ils sont quand même caractéristiques, peut-être caricaturalement, mais justement, caricaturalement, ça veut dire qu'on voit apparaître les traits de ce que sont aujourd'hui constituer l'évolution des croyances. L'évolution des croyances qui touche de façon moins forte, mais qui touche même les mouvements religieux dits normaux et qui touche même des activités complètement sécularisées. Et moi, je ne peux pas m'empêcher, même si on nous dit qu'on n'a pas le droit de le faire, que ça devient, il y a une sorte de suspicion, d'étudier ces nouveaux mouvements religieux, parce que ça nous donne une vision de ce que devient la société en termes d'évolution des valeurs et des croyances. Alors, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais moi, ça m'a énormément aidé d'étudier les nouveaux mouvements religieux pour travailler ensuite même sur des sujets complètement éloignés. Je vous donne un exemple. D'étudier l'évolution de l'idéologie qui justifie l'entreprise aujourd'hui. Et la notion de développement durable, de comportement éthique, etc., etc. De développement personnel, du cadre, qui en même temps doit permettre à son entreprise de se démocratiser, d'évoluer individuellement et d'évoluer globalement. Ce que j'ai appelé l'individuo-globalisme. L'individuo-globalisme, c'est quelque chose que j'ai commencé à trouver dans les nouveaux mouvements religieux, mais qui se développe dans l'ensemble de la société de façon plus diffuse, donc moins visible. Voilà, donc c'est tout ce que je crois que je peux vous dire sur la question. Merci.